Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartons. On démarre cette émission à l'aéroport international de Doha au Qatar. C'est presque un voyage dans le voyage, tant l'Émirat en a fait un enjeu de soft power. Une vitrine avec salle de sport, piscine, grande marque du monde entier, restaurant gastronomique avec vue sur le golfe d'Arabie. Doha, c'est désormais le hub le plus important de la région, devant l'aéroport de Dubaï, et d'autant plus bien sûr dans le contexte de la Coupe du monde de football du 20 novembre au 18 décembre 2022, le monde entier a le regard braqué sur ce petit émirat désertique qui sait si bien jouer de tous les leviers de la puissance, le pétrole et le gaz bien sûr, mais aussi on l'a dit, le sport et les transports, l'information avec la chaîne Al Jazeera, la diplomatie, le Qatar jouant un rôle d'interface au moment du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan notamment. Le Qatar, où l'art de se placer, on va le voir, au centre du jeu. Sortons nos cartes. Situé sur la côte orientale de la péninsule arabique, l'État du Qatar occupe un petit territoire désertique au milieu du golfe Persique. Avec une superficie de seulement 11 500 km², soit à peu près la superficie du Kosovo, le Qatar est presque 200 fois plus petit que l'Arabie saoudite, son unique voisin terrestre, mais il détient les troisièmes plus grandes réserves de gaz prouvées au monde, derrière celles de la Russie et de l'Iran, son autre grand voisin, par la mer cette fois. En effet, la frontière entre le Qatar et la République islamique d'Iran traverse l'immense gisement gazier de North Field, on y reviendra, le plus grand gisement de gaz naturel de la planète. Cette frontière maritime se prolonge à l'ouest avec celle séparant le Qatar du royaume de Bahreïn, puis de l'Arabie saoudite, et au sud avec la frontière séparant les eaux qatariennes des Émirats arabes unis. D'abord contrôlé par l'Empire ottoman, le Qatar est passé sous protectorat britannique pendant la Première Guerre mondiale. Il faut attendre le départ des Anglais en 1971 pour que le pays prenne finalement son indépendance en s'émancipant au passage de la tutelle de Bahreïn, d'une part, et en refusant d'autre part d'intégrer la Fédération des Émirats arabes unis. C'est qu'à l'époque, la puissante famille Al Thani, qui règne encore aujourd'hui à Doha, est convaincue que le Qatar doit suivre une voie différente de celle de ses voisins, qu'ils soient arabes ou perses, et que le pays a les moyens d'inventer son propre modèle de développement. Le territoire qatarien pourtant cumule les handicaps. Il n'y pleut quasiment jamais, les températures estivales peuvent frôler les 50 degrés, et le pays demeure presque entièrement dépourvu d'eau douce. Tout change d'abord avec la découverte des gisements de pétrole dans les années 1940 à Dukan, puis en 1960 au large de la côte orientale, et surtout la découverte du gaz par Shell en 1971 dans les eaux du golfe Persique. Ainsi, c'est bien grâce aux revenus tirés de l'exploitation des hydrocarbures que l'émir Hamad bin Khalifa Al Thani, qui renverse son père en 1995, peut enfin lancer la grande vague de modernisation du pays, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le domaine des transports, tout d'abord, Hamad refonde en 1997 la compagnie locale Qatar Airways, qui devient rapidement l'une des plus importantes au monde. Elle exploite aujourd'hui une flotte de 150 avions depuis le hub aéroportuaire de Doha, entièrement rénové en 2014. Autre levier d'influence, les médias. En 1996, naît la chaîne d'information Al Jazeera, élément clé de la stratégie globale du petit Émirat, même si nombre de pays voisins fustigent la ligne éditoriale de cette CNN en langue arabe, on y reviendra. Autre arme de soft power, la culture et l'éducation. Au cours des années 2000, Doha se dote progressivement de grands musées, d'universités, et en 2003, Hamad inaugure une gigantesque cité de l'éducation, vaste campus de 1400 hectares destiné à former la jeunesse qatarienne et à combler les lacunes du monde arabe dans l'enseignement supérieur. Cette cité bénéficie d'un budget annuel de 320 millions de dollars et héberge aujourd'hui 8 prestigieuses facultés américaines et européennes. En 2005 enfin, la création de la Qatar Investment Authority, un fonds souverain alimenté par les revenus des hydrocarbures, permet au pays d'investir toujours plus à l'international et dans tous les secteurs clés, de l'immobilier au luxe en passant par la banque, l'art ou encore le sport, enjeu majeur de la puissance du Qatar, comme on va le voir maintenant.
En 2013, en effet, Ahmad abdique en faveur de son fils, le prince Tamim, qui poursuit depuis une diplomatie sportive ambitieuse, appuyée sur trois piliers. L'accueil tout d'abord au Qatar de grands événements sportifs, qu'il s'agisse de golf, de tennis, d'équitation, d'athlétisme ou encore bien sûr de football. À ce titre, l'organisation du Mondial 2022 sonne comme une consécration longtemps attendue et patiemment préparée par le second pilier de la stratégie qatarienne, le rachat de clubs et le financement de talents à l'étranger. À l'été 2011, par exemple, le Qatar rachète le Paris Saint-Germain, club historique de la capitale française, et l'argent du gaz permet alors d'y recruter de grandes stars internationales. Son président, Nasser Al-Khelaifi, dirigeait déjà depuis 2004 Qatar Sport Investment, filiale de la Qatar Investment Authority, et il a pris la tête de l'Association européenne des clubs de football en avril 2021. Grâce au sponsoring, enfin, le nom du Qatar s'impose partout, jusque sur les maillots de foot les plus vendus au monde. Et voilà comment un minuscule bout de désert est parvenu en quelques décennies à s'imposer dans le monde entier en jouant habilement, on l'a vu, de différents leviers d'influence. Sauf que ces ambitions planétaires, financées par l'argent du gaz, suscitent aussi des résistances, des jalousies et des critiques. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'organisation de la Coupe du Monde, par exemple, a nécessité de rénover entièrement le stade Al-Khalifa et de construire 7 nouvelles infrastructures. Un investissement colossal de 200 milliards de dollars qui propulse certes le Qatar sur le devant de la scène, mais qui attire aussi en retour l'attention du monde entier sur les revers de la médaille. La gabegie écologique des stades climatisés d'une part, et d'autre part le coût humain de leur construction. 6500 ouvriers seraient en effet décédés sur les chantiers du mondial, d'après une enquête du Guardian. Il faut dire que si le Qatar est aujourd'hui l'une des nations les plus riches de la planète, avec un PIB par habitant dépassant les 90 000 dollars en 2020, cette fortune est essentiellement concentrée entre les mains des seuls citoyens qatariens, qui ne représentent que 12% des 2,9 millions d'habitants et moins de 10% de la population active. En fait, près de 90% de la population qatarienne est constituée d'expatriés et de travailleurs migrants venus pour la plupart d'Asie du Sud et notamment du sous-continent indien. Une société à deux vitesses donc, au moins, et qui demeure encore fortement imprégnée de traditionnalisme malgré sa façade moderne et rutilante. De plus, les ambitions mondiales de l'émirat gazier se heurtent bien souvent aux intérêts des puissances régionales voisines, l'Arabie saoudite d'une part et la Fédération émirienne d'autre part. Ce fut le cas notamment en 2017, lors de la crise du Golfe, qui a profondément divisé le Conseil de coopération créé en 1981 pour regrouper les monarchies de la péninsule. Voyons les raisons de la crise. Abu Dhabi et Riyad reprochaient au Qatar d'avoir fait de sa chaîne d'information Al Jazeera un relais des voix contestatrices au Moyen-Orient et au Maghreb, notamment lors des printemps arabes de l'année 2011. Un danger existentiel pour les monarchies autoritaires du Golfe, d'autant que Doha était surtout accusé d'accueillir avec complaisance les membres du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais, des frères musulmans et même des talibans afghans, des organisations considérées comme terroristes par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la plupart des pays occidentaux. Mais pour les pays arabes de la région, c'est aussi la proximité de Doha avec Téhéran qui posait problème. L'Iran et le Qatar, on l'a dit, se partagent le plus grand gisement de gaz naturel au monde, le gisement de North Field, également appelé North Dome ou South Pars, côté iranien. Le Qatar a fait le choix de liquéfier son gaz et de l'exporter essentiellement par la mer pour ne pas dépendre du voisin saoudien, mais de ce fait, il doit entretenir en retour de bonnes relations avec l'Iran, qui contrôle en partie le détroit d'Ormuz, verrou vers l'océan Indien. La relation irano-qatarienne est donc vitale pour le Qatar, qui fournit à lui seul 30% du gaz naturel liquéfié produit dans le monde. Mais du même coup, Doha s'écarte de la ligne dure envers Téhéran que prenaient Riyad et Abu Dhabi, farouchement hostiles à la République islamique. Ainsi, il a fallu attendre le sommet d'Al-Oula en janvier 2021 et la rencontre de l'émir Tamim avec Mohammed Ben Salman pour que soit enfin levé le blocus imposé au Qatar depuis 2017 au grand soulagement de son allié historique, les États-Unis.
En effet, le Qatar, depuis 1996, abrite à Al-Udeid la plus grande base américaine du Moyen-Orient et Doha a joué un rôle précieux au moment de l'évacuation chaotique d'Afghanistan après le retour des talibans au pouvoir à l'été 2021. Le Qatar s'est d'ailleurs vu qualifié d'allié majeur hors OTAN lors de la visite du prince Tamim à Washington en janvier 2022. Et voilà pour ce voyage au Qatar, petit émirat malin qui, en plus de son pétrole et de son gaz, particulièrement convoité à l'heure de la guerre en Ukraine, s'est joué de tous les leviers, de ce que l'on appelle le soft power, du foot à l'information, en passant par la diplomatie. En la matière, Doha a réussi ces derniers mois un très habile retour en grâce, confortant son alliance historique avec Washington, normalisant ses relations avec les autres monarchies du Golfe, tout en continuant de soigner ses relations avec l'Iran et la Turquie. Pour aller plus loin, cet ouvrage publié aux éditions Talendier, Qatar, les secrets d'une influence planétaire, par Christian Chesneau. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt.